Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un document assez fascinant. Bonjour. Oui, fascinant et très dense. C'est la charte complète d'un projet de Conseil de la paix, une proposition de Donald Trump. Tout à fait. Pour notre analyse, on a le texte intégral et puis deux dépêches de Reuters qui sont tombées tout récemment. Ce qui est rare d'avoir le document source comme ça, brut. Exactement. Et notre but, c'est vraiment de décortiquer ce plan. Comprendre la vision, la structure de pouvoir, la philosophie derrière tout ça. Parce que ce n'est pas juste une déclaration politique. Non, c'est bien plus. C'est un projet de constitution pour une nouvelle organisation mondiale. Absolument. Et c'est justement ce niveau de détail qui rend la chose si intéressante à analyser. On n'est pas dans la spéculation. On a le plan sous les yeux. Voilà, chaque article, chaque clause, tout ça a été pensé, pesé. C'est un cadre juridique, un cadre opérationnel qui est prêt à l'emploi. C'est une fenêtre sur une autre manière de voir la gouvernance mondiale. C'est exactement ça. Bon, alors, commençons par le début. Le pourquoi. Le préambule, déjà, il ne mâche pas ses mots. Ah non, ça c'est sûr. Il critique très durement les approches actuelles. Il parle de dépendance perpétuelle. Des termes forts. Oui, il accuse même les institutions d'institutionnaliser la crise. L'idée, c'est de créer un organisme qui serait, je cite, plus agile et plus efficace. Le langage utilisé, c'est frappant. On dirait moins un texte diplomatique qu'une sorte de manifeste d'une start-up, vous voyez, Oui, qui veut disrupter un marché. c'est vrai. Les mots choisis comme solution sensée, partage des charges, ou permettre aux populations de s'approprier leur avenir. Oui, Tout ça, ça vise à se positionner comme une alternative pragmatique orientée vers l'action, loin de la lourdeur perçue de l'ONU, par exemple. c'est une philosophie très transactionnelle, en fait. Élevée au rang de principe de gouvernance. Tout à fait. Et la mission officielle, alors, décrite à l'article 1, c'est promouvoir la stabilité, rétablir une gouvernance fiable et garantir une paix durable. Bon, ça, sur le papier, ce sont des objectifs universels. Oui, n'importe quel diplomate pourrait dire ça. L'ONU ne renierait pas ces mots. La différence, c'est donc la machine qu'on propose pour y arriver. Vous mettez le doigt dessus. La mission est classique, mais le véhicule pour y parvenir, ce n'est pas le grand bus de la diplomatie mondiale. Non. Alors parlons-en de ce pilote et de la structure de pouvoir. C'est le cœur du réacteur. Premier point qui saute aux yeux, ce n'est pas un club ouvert. L'article 2 points est très clair. Pas du tout. Seuls les États invités par le président peuvent en faire partie. L'exclusivité, c'est la règle de base. C'est le pilier fondamental. Le président est l'alpha et l'oméga de toute l'organisation. Et ce président, il est nommé, oui, fait assez rare dans l'article 3.2, Donald J. Trump. Donc c'est lui qui distribue les invitations, c'est lui qui, tous les 3 ans, décide de renouveler ou pas le mandat des membres. Et il peut même révoquer un membre. À tout moment. Alors il y a un petit garde-fou, un vote des 2/3 peut bloquer une révocation, mais l'initiative, elle, lui appartient. Il est à la fois le portier et le juge, en quelque sorte. C'est une bonne image. Et ce pouvoir ne s'arrête pas là. Le système de vote, il est particulier. C'est le moins qu'on puisse dire. En surface, c'est simple. Un État, une voix, majorité. Classique. Sauf qu'il y a une petite phrase à la fin de l'article 3.1, qui change tout. La fameuse petite phrase. Sous réserve de l'approbation du président. Attendez, ça veut dire qu'il a un droit de veto sur absolument tout ? Absolument tout. Mais alors, à quoi sert le vote des autres membres ? C'est juste du théâtre pour donner une illusion de consensus ? Ce n'est pas tant du théâtre qu'une redéfinition du rôle des membres. Le vote, là, ne sert pas à décider. Il sert à quoi alors ? Il sert à manifester un soutien, à montrer son alignement. Le président peut mesurer l'adhésion à sa politique, mais la décision finale, elle lui revient. On est dans un modèle d'entreprise en fait. Exactement. Le modèle du PDG. Le conseil d'administration donne son avis, exprime son soutien, mais à la fin c'est le PDG qui tranche. Et ça va même plus loin, parce que l'article 7, celui-là est peut-être le plus extrême. Ah oui, Il dit que le président est l'autorité finale en ce qui concerne la signification, l'interprétation et l'application de la présente charte. c'est son précédent dans une organisation de ce type. C'est-à-dire que s'il y a un doute sur une règle, c'est lui qui dit ce qu'elle veut dire. Sa parole fait loi. D'habitude, cette interprétation, elle est confiée à un organe judiciaire, une cour internationale. Ou un processus collectif. Mais là, non. Là, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire suprême sont fusionnés. En une seule personne. C'est un verrouillage total du pouvoir. Waouh. Et en parlant de pouvoir,
Il y a un détail qui lie tout ça à l'argent de manière très, très directe. Ah, l'article 2.2c. Oui, il dit que les États qui contribuent plus d'1 milliard de dollars la première année ne sont pas soumis à la limite de mandat de 3 ans. C'est un statut de membre permanent, monnayable. On lit l'influence au chéquier de façon complètement décomplexée, on a déjà vu ça. Non, pas de manière aussi transactionnelle. C'est une rupture fondamentale avec le principe même théorique de l'égalité souveraine des États. Ça crée une adhésion à 2 vitesses. Officiellement, oui. Vous avez les membres locataires, dont le bail est renouvelé au bon vouloir du président. Et les membres propriétaires. Voilà. Ceux qui ont payé un droit d'entrée exorbitant pour une place permanente. Ça change toute la dynamique. On n'est plus dans la diplomatie des principes, mais dans celle de l'investissement. Donc on a ce président tout puissant, ce conseil à 2 vitesses, mais qui paie pour faire tourner la machine? Bonne question. Parce qu'une telle organisation, ça doit coûter une fortune. Alors, l'article 5.1 nous dit que le financement provient de contributions volontaires. Volontaire. Pas de cotisation obligatoire comme à l'ONU. Non, c'est un modèle qui ressemble plus à celui d'une grande fondation. Et les implications sont énormes. C'est-à-dire, Ça rend l'organisation très, très dépendante et donc vulnérable aux pressions de ses plus grands donateurs. logique. Si un pays finance, disons, 50% du budget, son influence ne se limite pas à son vote, elle est quotidienne. Le pouvoir de couper les vivres devient une arme diplomatique redoutable. Ce qui renforce encore le pouvoir de ceux qui ont déjà acheté leur siège permanent. Exactement. Le pouvoir s'exerce à plusieurs niveaux. Le statut permanent vous garantit une place à la table, et les contributions volontaires, elles vous permettent d'influencer le menu du jour. C'est une architecture de pouvoir remarquablement cohérente en fait. Très cohérente, construite autour de l'influence financière et de l'autorité centrale. Et si les membres locataires, un jour, décidaient qu'ils en ont assez, qu'ils voulaient changer les règles, est-ce que c'est possible? La charte a prévu le coup. L'article 8 sur les amendements est une véritable forteresse. Ah oui, Pour modifier les chapitres clés, la gouvernance, le financement, tout ce qui touche au cœur du pouvoir, il faut 2 conditions. lesquels? L'approbation unanime de tous les membres Ce qui est déjà presque impossible. et la confirmation du président. Ah d'accord, donc c'est une impossibilité constitutionnelle en fait. Le système est conçu pour être immuable. C'est verrouillé. Mais il y a un dernier mécanisme qui me semble être le contrôle ultime, la dissolution. L'article 10.2. Oui, c'est stupéfiant. Le président peut dissoudre le conseil quand il veut, s'il le juge nécessaire. C'est son interrupteur personnel. C'est ça. Et plus fort encore, le conseil est automatiquement dissous à la fin de chaque année impaire, À moins que... à moins que le président ne décide de le renouveler. L'organisation a une date d'expiration intégrée. Ça inverse complètement la logique habituelle des institutions internationales. Normalement, une organisation est créée pour durer. Oui, Ici, elle est conçue pour mourir périodiquement, par défaut. Sa survie est un acte de volonté active d'une seule personne. L'existence même de l'organisation est un privilège que le président accorde et renouvelle. C'est le sommet de la pyramide. mettons ça en perspective avec les dépêches de Reuters. La première, du 18 janvier, dit que les invitations ont été envoyées et précise que la portée du projet va au-delà du conflit de Gaza. C'est un signal important. Ça veut dire que ce n'est pas une initiative ponctuelle, pour une crise spécifique. Non, l'ambition est mondiale. Structurelle et mondiale. On propose une nouvelle pièce maîtresse sur l'échiquier, pas juste un pion. Et la réaction, évidemment, ne se fait pas attendre. Le titre du lendemain, les dirigeants mondiaux se montrent prudents et ils mentionnent des craintes pour l'ONU. En décortiquant la charte, on comprend mieux cette prudence. Mais concrètement, qu'est-ce qui est menacé à l'ONU? C'est une menace existentielle pour son rôle central. D'abord, ce conseil pourrait complètement court-circuiter le Conseil de sécurité. Pourquoi négocier des mois une résolution qui sera bloquée par un veto? Quand on peut avoir une décision en quelques jours dans un club restreint et aligné. Ensuite, ça menace le rôle de l'ONU comme forum universel, le seul endroit où tous les pays peuvent se parler. Ce nouveau conseil, par son exclusivité, pourrait siphonner l'énergie diplomatique. Et puis il y a l'aspect philosophique. Effectivement, on a 2 modèles qui s'affrontent. La vitesse et l'autorité d'un seul contre la délibération et le consensus laborieux de tous. La prudence des dirigeants vient de là. Donc si on fait le bilan, cette charte, elle dessine une organisation qui est une rupture totale avec Des décennies de multilatéralisme, une rupture complète. exclusif sur invitation, hyper centralisé et structuré sur un modèle où l'argent est roi. L'agilité, la décision, au détriment du consensus. C'est le pari fondamental qui est proposé ici. Le diagnostic,
c'est que le système actuel est paralysé par la recherche du consensus. Et donc on propose un traitement de choc. Exactement. Sacrifier le consensus pour l'efficacité, le modèle privilégie la vitesse en donnant une autorité immense à une seule personne. La contrepartie, c'est l'abandon des principes de délibération collective. Des principes qui, avec tous leurs défauts, sont au cœur du système international depuis longtemps. C'est un choix entre un système lent et inclusif et un système rapide et autocratique. Ce qui nous laisse avec une question de fond. La charte présente cette approche comme plus pragmatique, plus efficace. Oui, orienté vers les résultats. Alors, imaginons un instant que la paix et la stabilité du monde soient gérées non plus comme une assemblée, mais comme une entreprise avec un PDG tout-puissant. Quel type de solution, peut-être plus rapide, plus audacieuse, pourrait voir le jour? Mais surtout, quels nouveaux risques, quelles décisions irrévocables et sans aucun contre-pouvoir pourraient alors apparaître?